sur ce premier épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Dans ce premier épisode, nous aborderons une thématique géopolitique avec les 10 ans de la révolution du jasmin qui a marqué les débuts du printemps arabe. Bonjour à tous, c'est moi qui vais vous présenter justement l'anniversaire du commencement des printemps arabes. En fait, il y a 10 ans de ça, le 14 janvier 2011 précisément, Zine El Abidine Ben Ali, qui était président de la Tunisie, est renversé du pouvoir après plus d'un mois d'émeutes dans le pays. À l'origine des émeutes, c'est Mohamed Bouazizi, qui est un jeune vendeur ambulant et qui est malheureusement devenu le symbole des problèmes qui touchaient la Tunisie. En fait, à lui seul, il représentait les trois éléments constituants du malheur tunisien et plus globalement du malheur arabe, donc à savoir le chômage, la corruption et l'autoritarisme. Alors le chômage, pourquoi ? Parce que c'était justement un vendeur ambulant et donc il était presque au chômage car il avait un revenu faible et irrégulier. Il travaillait dans la région de Sidi Bouzid, qui est une région particulièrement pauvre et marginalisée en Tunisie. L'autoritarisme, car il se fait appréhender et verbalement brutalisé par des policiers, qui sont les icônes de la cruauté du régime Ben Ali. Et la corruption, parce que lorsqu'il se fait appréhender, ils lui demandent ses papiers qu'il n'a pas sur lui, et ils exigent de l'argent en échange de leur silence. Il refuse de céder, et le 17 décembre 2010, il s'immole par le feu devant un bâtiment administratif. Il décède de ses blessures quelques jours plus tard. Donc le geste de Mohamed Bouazizi a servi de véritable déclencheur et de catalyseur à la colère populaire tunisienne. Les premières manifestations vont avoir lieu justement dans cette région de Sidi Bouzid, mais elles vont rapidement s'élargir et gagner la capitale, Tunis. Le 11 janvier 2011, Ben Ali promet l'organisation prochaine d'élections pour tenter de calmer les ardeurs des Tunisiens, mais malheureusement il ne croit plus en ses paroles, et le 14 janvier, il est forcé de prendre la fuite vers les pays du Golfe, notamment en Arabie Saoudite, où il décède en septembre 2019. Donc la colère tunisienne se répand et elle gagne les pays voisins. En Égypte, par exemple, des mobilisations vont avoir lieu au Caire, notamment sur la place Tahrir, le 25 janvier, où des dizaines de milliers d'Égyptiens de tout âge se rassemblent. Le président de l'époque, qui était Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 1980, envisage de nommer un vice-président pour lui aussi calmer le ras-le-bol du peuple. Cependant, il n'en a pas le temps et la foule le chasse du pouvoir le 11 février 2011. Cependant, cette révolution en Égypte, elle est accompagnée d'un coup d'État, puisque l'armée égyptienne, qui est une véritable institution aux intérêts et aspirations propres, aide à son renvoi. Les révoltes gagnent ensuite la Libye, aux mains de Kadhafi depuis 1969, puis le Yémen, contrôlé par Ali Abdallah Saleh depuis 1978. Le cas de la Syrie est quant à lui différent. On a plusieurs manifestations qui ont lieu le 15 mars 2011 dans la ville de Deraa, dans le sud du pays. En fait, à l'origine de ces manifestations, c'est des violences commises sur des adolescents qui avaient inscrit sur le mur d'une école le slogan « Ton tour arrive, docteur ». C'est un slogan qui visait directement Bachar el-Assad, qui était ophtalmologue de formation avant d'être le président de la Syrie. Cependant, c'est un cas différent parce que le pouvoir n'est pas renversé, et ces manifestations marquent le début de la guerre civile syrienne, qui ravage encore le pays à l'heure qu'il est. Donc, suite à cette vague de révolte, on peut distinguer deux types de pays, les pays dits du basculement et les pays qui ont peu, voire pas du tout bougé en 2011. Donc les pays du basculement sont la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, le Bahreïn et la Syrie. Et les pays qui n'ont pas bougé sont les pays du Golfe, à savoir l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et Oman, le Maroc, la Jordanie, l'Irak, l'Algérie, le Liban et le Soudan. Pour comparer ces pays et expliquer la façon dont ils se sont embrasés, je vous invite fortement à lire l'article de Pierre Blanc qui s'intitule « Géopolitique comparée des révolutions et contre-révolutions arabes », qui a été publié dans la revue Confluence Méditerranée, dans le numéro 115, qui a été publié il y a à peine un mois de ça. À propos de cet article de Pierre Blanc, tu peux nous en faire un court résumé, s'il te plaît ? Ouais, alors l'article propose en fait d'utiliser une grille de comparaison qui permet d'établir justement une première comparaison des pays qui sont soulevés en 2011. On commence par regarder quel type de pouvoir était en place dans ces pays et plus particulièrement quelle source de légitimité possédaient ces pouvoirs. À savoir si c'était un pouvoir avec une légitimité légalo-rationnelle, si c'était un état de droit, une légitimité charismatique, c'est-à-dire basée sur la figure d'un leader, ou une légitimité traditionnelle, c'est-à-dire un ancrage du pouvoir dans une longue histoire, comme par exemple une dynastie, la dynastie des Saouds par exemple en Arabie Saoudite. Ce type de légitimité traditionnelle d'ailleurs peut être associé à une matrice religieuse. On a aussi d'autres exemples de points de comparaison. La rente pétrolière des pays,
s'ils ont été touchés ou non par un traumatisme, comme par exemple l'Irak qui sortait de l'intervention américaine de 2003 et de la guerre du Golfe et qui n'a donc pas connu de révolte en 2011. Néanmoins, cet article dépasse cette grille et propose de revenir sur le premier cycle révolutionnaire qui avait touché ces pays entre les années 50 et 70, par exemple. Et du coup, quel est le bilan de ces révoltes qui ont touché le monde arabe? Alors le bilan, c'est que la Syrie, la Libye et le Yémen ont tous trois connu des guerres civiles qui ne sont malheureusement pas terminées. On a une forte dimension communautaire et identitaire en Libye et au Yémen. Et en Syrie, si Bachar el-Assad est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il a été sauvé par plusieurs acteurs extérieurs. Au sol, il a notamment été sauvé par des miliciens chiites, ainsi que par le Hezbollah, le libanais, et dans les airs, il a été sauvé par l'armée russe. Ces trois pays sont d'ailleurs marqués par le fait qu'ils ont un tissu social très hétérogène, notamment sur le plan communautaire, et ils sont marqués par le fait que les ingérences et les interventions étrangères sont grandement facilitées. En Égypte, on a eu une transition démocratique qui a duré à peu près 2 ans. Il y a des élections qui ont été organisées après le départ de Moubarak, qui ont donné la victoire aux frères musulmans et à Mohamed Morsi. Mohamed Morsi gouverne d'ailleurs jusqu'en 2013, mais sa gouvernance est catastrophique. Et on a une nouvelle contestation en 2013 qui a lieu. Et il est chassé du pouvoir en juillet par l'armée, qui se dit alors être le relais des contestations populaires. Le pays est depuis dirigé par Abdel Fattah al-Sisi, qui est un ancien militaire. Depuis 2019, on a une nouvelle vague révolutionnaire qui touche le Liban, l'Algérie et l'Irak. En fait, elle commence en Irak avec des manifestations de jeunes qui dénoncent la prédation du régime et le chômage dans le pays. Et en fait, ces manifs commencent dans les régions de Bagdad et Bassora qui sont plutôt chiites. Au Liban, les manifestations commencent à la mi-octobre. En fait, l'État voulait mettre en place une taxe sur les communications sur WhatsApp. Mais la diaspora libanaise, elle est très répandue et WhatsApp, c'est un outil quasi vital. Donc on a eu des rassemblements de Libanais de toute confession et de tout âge pour lutter contre cette taxe. En Algérie, on a eu des élections présidentielles en 2019 qui ont désigné Abdelmadjid Tebboune comme le président, mais il a été élu avec très peu de votants. Abdelaziz Bouteflika, qui était président depuis 1999, était candidat à un 5e mandat, mais les contestations l'ont poussé à résigner. En plus de ça, on avait une rente pétrolière qui était en baisse depuis 2011, donc le gouvernement n'était pas vraiment en état de tenir la population. Et quelle est la situation actuelle en Tunisie? Alors la Tunisie, c'est le seul pays à avoir géré sa transition politique. On a une vraie constitution qui a été mise en place en 2014, qui prévoyait l'égalité des genres, et qui était la plus aboutie du monde arabe. Il y a eu des alternances politiques avec 11 gouvernements qui se sont succédés en 10 ans et l'instauration d'une liberté médiatique. Mais malheureusement, la Tunisie est menacée par une crise économique et sociale. En effet, en novembre 2020, la colère montait déjà en particulier dans les régions de Kasserine, Sidi Bouzid, Gabès ou encore Djendouba, ainsi que dans des autres régions durement frappées par cette crise. En fait, on a eu un désenchantement profond qui a touché la majorité de la population tunisienne, d'après les dires de Sophie Bessis, qui est une chercheuse spécialisée de la Tunisie et du Maghreb. En fait, la population tunisienne, elle est aujourd'hui divisée entre les partisans du « c'était mieux avant » et du « ça en valait le coup ». En fait, les partisans du « c'était mieux avant », qui sont nostalgiques de la dictature Ben Ali, en fait, sont minoritaires, mais ils étaient nostalgiques de la stabilité qui était apportée par ce régime autoritaire. De plus, on a certains hauts placés de l'ancien régime de Ben Ali qui sont encore aujourd'hui à des postes d'autorité et qui justement argumentent sur le fait que s'il y a une crise aujourd'hui, c'est parce que justement la Tunisie s'est révoltée. Aussi, on a eu un pouvoir islamiste qui a été mis en place en Tunisie de 2011 à 2013 et qui a fortement contribué à la fragmentation du pays, parce que la gestion du pays par le parti islamiste Ennahda, elle était catastrophique. Et du coup, les islamistes servent aujourd'hui d'argument aux conservateurs nostalgiques. On a une économie aussi tunisienne qui est source de mécontentement pour le peuple, parce que le poumon économique que représentait la Libye a complètement disparu. En fait, on avait un commerce très important avec la Libye, les travailleurs tunisiens en Libye et les Libyens qui venaient se faire soigner dans les hôpitaux tunisiens. Donc tout ce poumon économique a disparu suite au soulèvement de 2011. 3 semaines après la chute de Ben Ali, on a eu une sorte d'amnistie générale, d'après Sophie Bessis. En fait, tout le monde a été considéré comme un prisonnier d'opinion, et donc tout le monde a été libéré, même les djihadistes, et ils ont malheureusement repris du service, entre guillemets.
Cette grogne tunisienne s'explique aussi par le fait que la révolution qui a commencé en décembre 2010 était avant tout d'ordre social. Il y avait des revendications sociales, une volonté d'avoir une dignité nationale de la part des manifestants. Mais quand cette révolution a gagné les grandes villes, début janvier 2011, les revendications sociales ont été mises de côté et carrément oubliées. La révolution est devenue politique. Aussi, les islamistes d'Ennahda, qui étaient au pouvoir à ce moment-là, ont réussi à faire déplacer les regards sur le débat identitaire, avec par exemple la place de l'islam dans la politique tunisienne. Les classes populaires, qui étaient à l'origine de ces manifestations, se sont donc senties trahies et volées de leurs revendications. En plus de ça, on a une grosse crise économique qui a frappé le pays, avec des investisseurs et des touristes qui ont quitté la Tunisie. Et Sophie Bessis rajoute même tout le monde applaudissait la révolution, mais plus personne ne voulait venir. À ça, on ajoute les attentats de 2015 et la crise du Covid qui n'ont rien fait pour arranger la situation. Donc en conclusion, on a des grosses manifestations qui ont lieu aujourd'hui avec des grèves, des routes bloquées, etc. Et en fait, le peuple tunisien réclame des emplois et le développement du pays, ainsi qu'une ouverture des négociations avec le gouvernement central pour qu'ils puissent faire eux-mêmes des propositions. Merci Samuel pour toutes ces recherches, nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver les sources utilisées dans la réalisation de ce podcast sur la page Instagram de Geographica. La semaine prochaine, nous aborderons un épisode dédié aux aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest. En attendant, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.